Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au cœur du Second Empire, nous sommes en 1858, Hector Berlioz écrit à un ami « J'achève en ce moment la partition après 18 mois de travail. Que deviendra cette énormité, Dieu le sait. Encore, il n'est pas sûr qu'il le sache. Mais en écrivant cela, j'ai cédé à un entraînement irrésistible. J'ai satisfait une violente passion qui éclata dans mon enfance et n'a fait depuis lors que grandir. » Et ailleurs, il précise, il va plus loin, il dit « J'ai passé ma vie avec ce peuple de demi-dieux. Je me figure qu'ils m'ont connu tant je les connais. » Oui, ça s'appelle une espèce d'immersion juvénile, parce qu'il n'avait que, 6 ans, 7 ans, Berlioz, quand son père, qui lui enseignait le latin, lui a fait traduire des passages entiers de l'Énéide de Virgile. Il raconte ça dans ses mémoires. Le poète latin sut le premier trouver le chemin de mon cœur et enflammer mon imagination naissante. Combien de fois, expliquant devant mon père le 4e livre de l'Énéide, n'ai-je pas senti ma poitrine se gonfler, ma voix s'altérer et se briser ? Il raconte évidemment comment il a fait connaissance à travers un exercice qui s'appelle la version latine. Comment il a fait connaissance avec cette reine, avec ce héros fuyant. Mais lorsque j'en fus, dit-il, à la scène où Didon expire sur son bûcher, entouré des présents que lui fit Aîné, des armes du perfide et versant sur ce lit, hélas bien connu, les flots de son sang courroucé, obligé que j'étais de répéter les expressions désespérées de la mourante, 3 fois se levant appuyé sur son coude et 3 fois retombant, de décrire sa blessure et son mortel amour frémissant au fond de sa poitrine et cette agonie pénible dont les dieux même émus envoient Iris abréger la durée, les lèvres me tremblèrent, les paroles en sortaient à peine et inintelligibles. Et enfin, quand il arrive au vers « Quaesi cello lucem ingenuitque perta », cette image sublime de Didon qui cherche aux cieux la lumière et gémit en la retrouvant, je fus pris d'un frissonnement nerveux, raconte Berlioz. On imagine ce tout petit garçon qui est complètement ébloui parce qu'il est en train de traduire. Et il ajoute « Et dans l'impossibilité de continuer, je m'arrêtai court et je courus, loin de tous les yeux, me livrer à mon chagrin virgilien. » Voilà comment on tombe dans la marmite quand on est tout petit. Voilà comment ce tout jeune traducteur d'un Virgile qu'il dépasse va devenir pendant toute sa vie cet artiste qui essaiera de retrouver l'émotion de ses travaux d'écolier. Berlioz va rester fidèle à cette passion pour l'Énéide et ça va donner un chef-d'œuvre lyrique, évidemment. À la fin de sa vie, il compose les Troyens, donc entre 1856 et 1858, cette grande fresque de presque 5 heures qui narre en première partie la chute de Troie, qui est vue à travers les yeux de Cassandre, et puis dans la deuxième partie, l'histoire d'amour tragique de Didon et Aîné. Alors, la vérité, c'est qu'il ne verra jamais son opéra en entier de son vivant. Seulement, la seconde partie, Les Troyens à Carthage, sera représentée au Théâtre Lyrique en 1863. Et pour que l'intégrale soit enfin donnée, ce sera à Karlsruhe, il faudra attendre 1890. Il faut dire que Berlioz n'est du reste pas le premier à s'inspirer de l'œuvre de Virgile, qui a tellement fait fantasmer toutes sortes d'artistes dans toutes sortes de domaines. Dites-vous, pour ne parler que de l'opéra, que Purcell, bien sûr, 2 siècles avant, avait fait lui-même un opéra, Didon et Aîné, représenté en 1689 dans un pensionnat pour jeunes filles. Et lui aussi faisait chanter Didon et Aîné. Franck Ferrand sur Radio Classique. Peut-être vous dire, qui est ce Virgile qui a tellement chamboulé l'imagination du jeune Berlioz ? Qui est ce poète qui incarne en quelque sorte l'installation d'Octave devenu Auguste sur l'empire de Rome ?
Quand Auguste a pacifié cet empire après la longue guerre civile qui avait succédé à la mort de César, vous savez, il lui a fallu asseoir sa légitimité. Et pour ça, il avait besoin de poètes, il avait besoin, on pourrait dire aujourd'hui, de propagandistes. Et ça va être un peu le travail du poète Virgile qui va devoir promouvoir les grandes valeurs romaines. Et des valeurs romaines qui s'ancrent dans la poésie et dans la philosophie grecque. Il s'agit, si vous voulez, d'offrir à Rome l'équivalent de ce que les Grecs avaient eu avec l'Iliade d'Homère et avec l'Odyssée. Il faut écrire une Iliade romaine, en quelque sorte. Voilà le travail de Virgile, qui a travaillé à son Énéide pendant les 11 dernières années de sa vie, qui a d'ailleurs laissé son épopée inachevée. Évidemment, on considère qu'il est allé au niveau d'Homère, qu'il s'est hissé à ce niveau-là, qu'il a été d'une certaine manière le Homère romain. C'est bien la tâche qu'on lui avait fixée. Virgile, dans son très long poème, invitait les Romains à s'interroger sur leurs origines et à aller chercher dans ces origines mêmes tout le signe de ce qui allait devenir la grandeur de Rome. Rome n'avait jamais cessé d'être la pensée des dieux. Voilà ce que Virgile voulait faire comprendre à ses contemporains. L'Énéide, c'est un hymne en l'honneur du modèle moral proposé aux Romains, et ce modèle, c'est Énée. Mais l'Énéide, c'est aussi un poème tout à fait humain qui montre les faiblesses du héros, ses hésitations, la passion dévorante qu'il a eue justement pour la reine Didon. Et toute la première partie, ça raconte les voyages d'Énée. C'est un peu l'inverse de l'Iliade et l'Odyssée, c'est-à-dire qu'on commence par l'Odyssée avant d'aller vers l'Iliade, si vous voulez. Toute cette première partie raconte la fameuse rencontre avec Didon. Et puis ensuite, il va y avoir les combats, la fondation de la première ville. Bref, ça, c'est l'Iliade romaine. Vous écoutez Radio Classique. Je vous parlais d'Iliade. C'est un peu l'Iliade romaine, disais-je, à propos de cette Énéide de Virgile. Troie, en grec, ça se dit Ilion, et l'Iliade, c'est donc l'histoire de Troie. Eh bien, c'est pas un hasard si tout commence à Troie, donc en Asie mineure. Vénus est tombée amoureuse du berger Anchise, qui fait partie de la famille royale de Troie. Elle va lui donner un fils, et c'est ce fils qui s'appelle Énée, ce qui signifierait terrible pour le terrible chagrin que lui a causé cet enfant qui est né mortel, qui donc va grandir, vieillir et finir par mourir. Au moment de l'issue de la guerre de Troie, alors que le cheval a été introduit, vous savez, le cheval de Troie a été introduit dans la ville, que les Grecs sont en train de tout dévaster, les Achéens sont en train d'égorger les Troyens à chaque coin de rue, le fantôme d'Hector apparaît à Énée. Hélas, fuis, fils d'une déesse, sauve-toi de cet incendie, l'ennemi tient nos murs. Troie te confie les objets de son culte, fais-en les compagnons de tes destins et cherche-leur les remparts, de puissants remparts, que tu fonderas enfin après avoir couru les mers. Voilà, ça c'est toute la prédiction du dieu qui explique à Énée qu'après avoir battu les flots et après avoir couru le monde, il finira par aller fonder quelque part la ville bien fortifiée qui sera la nouvelle Troie, d'une certaine manière. Vous voyez, la filiation entre Troie et Rome, c'est pas tout à fait par hasard, et donc Énée va s'enfuir en emportant son père impotent sur son dos, donc Anchise, et puis il est suivi de son fils Ascagne. Il emporte avec lui une partie du trésor, tout ce qu'il a réussi à soustraire aux Achéens. Il regroupe tous les survivants et le voilà avec sa petite flotte qui est partie quand même courir les mers. Et Jupiter veut rassurer Vénus sur le destin de son fils. Il fondera, lui dit-il, une nouvelle patrie, la nouvelle Troie, qui deviendra puissante. Romulus, gorgé de lait à l'ombre fauve de sa nourrice la louve, continuera la race d'Énée, fondera la ville de Mars et nommera les Romains de son nom. Romulus, Rome. Bon, voilà. Tout ça aurait été prédit par Jupiter, qui rassure Vénus, voyez, bon. Alors, et Didon, me direz-vous, parce que ça, c'est, pour ce qui est d'Énée, nous voyons bien à qui nous avons affaire. Didon, c'est l'Orient.
Énée, c'est l'Occident, Didon, c'est l'Orient, si l'on peut dire. Elle est née dans les échelles du Levant, comme nous disions autrefois, dans l'actuel Liban, si vous voulez. Hein. Elle a hérité du trône de Tyr, cette princesse phénicienne, sauf que son père décide d'assassiner le mari qui était le sien et de s'emparer du pouvoir. Et Didon va donc quitter Tyr pour fuir toute cette horreur. Elle s'en va avec une suite assez nombreuse et elle aussi s'en va dans un long voyage qui va l'amener jusqu'aux côtes de la Tunisie, de l'actuelle Tunisie, jusqu'à Carthage. Il va falloir qu'elle fonde une nouvelle capitale pour son peuple. Et vous voyez que ce qui est extraordinaire dans ce poème, c'est qu'on y explique non seulement la fondation et les origines de Rome, mais la fondation et les origines de celle qui va devenir la grande ennemie de Rome, c'est-à-dire Carthage. Il y a une version de la légende qui dit qu'elle a été demandée en mariage par le roi des Libyens, qu'à la fin d'accepter cette union et de renoncer à la fidélité qu'elle avait envers son époux, assassiné par son propre père, vous savez, et qu'elle aurait finalement allumé un bûcher et se serait jetée dans le feu. C'est cette légende qui va créer toute la littérature chrétienne de la chaste Didon, vous savez, de cette héroïne qui préfère le bûcher, qui préfère se jeter dans le feu plutôt qu'avoir à trahir sa fidélité conjugale. Je ne m'attarde pas sur cet aspect-là. Donc, les Troyens, de leur côté, ont erré sur la Méditerranée. Ils comprennent qu'ils vont vers la péninsule italique. Ils font voile donc vers l'ouest pour éviter le détroit et Charybde des Scylla, n'est-ce pas? Ils décident pour cela de contourner la Sicile par le sud, sauf qu'il y a une tempête et qu'ils vont aller s'échouer sur les côtes de l'Ifriqiya, de l'Afrique. Et les voilà sur cette plage, sur le territoire même de la ville fondée par Didon, sur le territoire de Carthage. Énée admire la cité monumentale, jadis un amas de gourbis. Il admire les portes, le bruissement de la foule, le pavé des rues. Les Tyriens travaillent ardemment, oui, parce qu'ils sont originaires de Tyr. Hein. Les uns prolongent les murs, construisent la citadelle, roulent de bas en haut des blocs de pierre. Les autres se choisissent l'emplacement d'une demeure et l'entourent d'un sillon. Alors, toute la flotte d'Énée n'a pas échoué à Carthage. Il y a une partie qui a survécu. Les représentants se présentent donc devant la reine pour demander l'autorisation d'entrer dans le port. Et Didon, qui connaît leur malheur, est dans de bonnes dispositions, disons. Et Énée va choisir ce moment-là pour faire son apparition. Sa mère observe tout, Vénus, parce qu'il ne faut jamais oublier que ces histoires des hommes et des demi-dieux et des héros sont constamment observées comme d'un balcon par les dieux qui assistent à la scène. Et Vénus est méfiante parce que Didon, qui est cette femme tellement fidèle, est une protégée de Junon. Junon, c'est l'épouse de Jupiter. Or, elle déteste les Troyens. Vous voyez comme c'est compliqué cette histoire. Et donc, elle va faire de son fils un être encore plus beau que d'habitude, d'un souffle. Sa mère lui avait donné la beauté de la chevelure, l'éclat de pourpre de la jeunesse et la séduction du regard. C'est pratique quand vous avez une mère comme ça. Ainsi, l'artiste ajoute la grâce à l'ivoire et entoure d'or blond l'argent et le marbre de Paros. Bon, Didon n'en peut plus, elle est en extase, elle invite tout le monde chez elle. Faudrait raconter tout ce qui se passe, mais on va de fête en festin. La reine est pleine d'amour pour Énée. Elle ne songe plus à son destin. Elle ne songe plus à sa mission, qui est de développer, de fortifier, de faire grandir cette ville de Carthage qu'elle vient à peine de fonder. Les tours commencées ne s'élèvent plus, nous dit le poète. La jeunesse ne s'exerce plus aux armes. Le port et les ouvrages de défense sont abandonnés. Tous les travaux s'interrompent, demeurent suspendus. Les énormes menaces des remparts et les échafaudages qui atteignaient les cieux, tout cela est abandonné. Et finalement, pendant une chasse, il y a un terrible orage, tout le monde se réfugie dans une grotte, il se trouve que Énée et Didon sont un petit peu à part du groupe, ils sont là, face à face, et ils vont céder à la tentation. Ce fut le premier jour des malheurs de Didon, nous dit le poète, la première cause de sa mort. Ni les convenances, ni le souci de sa gloire ne l'émurent. Ce n'est plus un amour clandestin qu'elle couve dans son cœur. Elle l'appelle un mariage, et ce mot
lui couvre sa faute. Et oui, maintenant ça va être le temps où l'un et l'autre, oublieux de leurs royaumes respectifs, nous dit Virgile, sont captifs d'une honteuse passion. Il est quand même sévère, Virgile. Leur amour, à ses yeux, n'est qu'une sorte de mort anticipée. Ça ralentit les travaux de Carthage, ça retarde Énée dans sa mission. Nous sommes dans la plus pure des culpabilités. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a bien compris qu'Énée n'avait jamais eu vraiment l'intention de rester. Il sait que le destin l'appelle en Italie. D'ailleurs, Mercure lui a dit qu'il oubliait son royaume, qu'il oubliait sa destinée. Énée, nous dit le poète, s'est tu, jeté hors de lui-même par l'apparition de Mercure. Ses cheveux se sont dressés d'horreur. Sa voix s'est arrêtée dans sa gorge. Il brûle de fuir, de quitter cette terre trop douce, frappée comme de la foudre par un tel avertissement et un tel ordre des dieux. On se rappelle un peu Thésée fuyant Ariane, hein, c'est un peu la même histoire et c'est pas beaucoup plus courageux, c'est pas beaucoup plus noble. Il y a une forme de lâcheté masculine dans tout ça, n'est-ce pas? Il va s'enfuir Énée. Et c'est le désespoir de Didon, bien sûr. Que dis-je? Où suis-je? Quelle folie m'égare! Oh, dit Didon, elle parle d'elle-même. Infortuné Didon, voilà les serments et la bonne foi de l'homme qui porte avec lui, dit-on, les pénates de sa patrie, et qui chargea sur ses épaules son père, accablé par l'âge, et je n'ai pu le saisir, déchirer ses membres, les disperser sur les flots. Je n'ai pas égorgé ses compagnons, égorgé son ascagne, c'est-à-dire son fils, pour le lui donner à manger sur la table paternelle. Elle est d'une furie totale, désespérée, déchirée, dis donc. Et vous, dit-elle, Tyriens, harcelez, donc elle parle à ces Carthaginois, harcelez de votre haine toute sa race, tout ce qui sortira de lui, et offrez à mes cendres ce présent funèbre, qu'aucune amitié, qu'aucune alliance n'existe jamais entre nos peuples. Eh ben voilà, annoncez les guerres puniques, ça va être cette espèce de guerre effroyable, ces guerres entre Rome et Carthage. En attendant, elle fait élever un grand bûcher, dis donc, sur lequel on dépose tous les biens d'Énée, son épée et même le lit, j'allais dire le lit conjugal, le lit de leurs amours en tout cas. Elle monte sur ce bûcher qui déjà crépite et se frappe avec l'épée d'Énée, mais la mort sera lente à venir et depuis leur flot, les compagnons d'Énée et le héros lui-même verront s'élever la fumée, les fumées noires de ce bûcher de Didon qui se consume d'un amour trahi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Comprenez pourquoi le petit Berlioz a été complètement emporté par cette histoire. Alors, il y a deux finales hein, de son opéra grandiose. La version courante se termine sur la déclaration de guerre du peuple de Carthage à Rome, mais il y a un final primitif qui était différent et qui s'étendait sur la dernière vision de Didon, qui était celle d'une Rome triomphante, cannibale, n'arriverait pas finalement à détruire. Bref, Énée est déjà sur la mer, il continue son voyage, il fait voile en direction du Latium où après de nombreuses guerres, il fondera cette ville appelée un jour à dominer le monde entier. Vous écoutez Radio Classique.